suis Pierre Jonas, médium, guérisseur, magnétiseur, auteur. C'est parti. Bonjour Pierre, Bonjour et Pierre. bienvenue dans notre studio Bonjour Julia. et dans bonjour notre podcast. Lisa. Parce qu'on va d'abord expliquer comment nous avons été sur la trace de Pierre. Ça, c'est aussi intéressant. En réalité, ma sœur a toujours été très ouverte sur ce genre de sujet, bien plus que moi. Elle est bien plus connectée que moi. Mais malgré tout, nous, ça nous a toujours intrigués parce que c'est un petit peu une histoire de famille. Il y a toujours eu beaucoup d'événements, on va dire. Je ne sais pas comment, s'il y a un vocabulaire particulier pour définir tout ça, bref. Et donc, j'ai lu le livre de Stéphane Alix qui parlait de toi et de ton intervention auprès des parents de la défunte. Et j'ai La preuve. la preuve. Tout de suite, j'ai dit à ma sœur, lis-le. Et elle a tiqué sur la même personne, à savoir toi que moi. Donc, on a tiqué toutes les deux sur ton intervention qui nous semblait très différente du reste. En tous les cas, plus réaliste, si j'ose dire. Enfin, mes mots étaient il est vraiment balèze. Il est vraiment balèze. C'était vraiment ça. On s'est dit, tiens, le soir même, elle s'est dit, tiens, où cette personne balèze se produit. Cette personne réside. Et cette personne balèze se produit là où le studio se trouve. Ce qui était déjà une première coïncidence. Donc, on s'est Parce que dit, je suis allée sur ta page Insta. Et donc, j'ai regardé. Et directement, je vois Mons. Il y a un truc que je ne comprends pas. Et du coup, j'ai compris que tu donnais une conférence à Mons. Oui. Je me suis dit, mais quel hasard. Enfin, le hasard, pour moi, n'existe pas. donc du coup, on s'est dit, ben voilà, on va mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir te rencontrer et discuter avec toi. Et nous voilà ici, présents, tous. Et par contre, nous avons eu beaucoup de problèmes de courant avant que tu n'arrives. Oui. Tu as un petit commentaire à faire là-dessus ? Oui, pour moi, c'est un peu habituel parce que quand il y a des énergies électromagnétiques et c'est trop fortes au niveau des fréquences, ça perturbe tout ce qui est électrique. Et donc, je suis assez habitué à ça. Donc, Ok. vous n'êtes pas les premières à subir Ok. ce genre de choses. On a quand même pété une lampe. Hein, même. Oui, mais c'est que le début. Hein. J'espère qu'il n'y a pouvait rien prés- d'autre que... Une fois, pouvez préserver le le studio a matériel. pris feu et tout. Hein. Non, c'est une boutade. Ok. Ça me rassure. Pendant cette interview, nous allons parler de ton parcours, mais aussi de ta vision de la médiumnité qui est assez particulière parce que si je ne m'abuse, tu prétends qu'on peut tous cultiver ses capacités. Je ne le prétends pas, je l'affirme. Tu l'affirmes. Ouais. Alors nous, on est très curieuse vis-à-vis de ce sujet parce qu'étant donné que c'est un sujet qui nous parle très fort et que la présente ici, Julia, a déjà vécu de nombreuses choses, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut cultiver ça ? Et c'est donc tout ce qu'on va voir pendant cette interview. Et ce qu'on va passer aussi en revue, c'est toutes les questions qui ont été collectées sur Instagram par nos abonnés. Et à la fin, nous tenterons une communication, éventuellement. Vous tenterez une communication, Non. ça me fera plaisir. C'est la première fois qu'on m'en fera une. C'est la première Si fois qu'on m'en maintenant fait tu une. pouvais nous donner les clés, on pourrait Ah, essayer. les clés. Non, je Faut rigole. demander. Tu tenteras une communication. Si en tous les cas quelque chose se présente, Ouais. on sait bien que c'est pas forcément automatique, mais si c'est possible, on aimerait pouvoir le faire. On va commencer d'abord avec une toute première question, parce qu'il y a une question qui me taraude, c'est que ma sœur a toujours eu des amis imaginaires, que Ouais. moi je ne voyais pas. Bienvenue au club. Est-ce que les amis imaginaires sont que imaginaires ou ils sont bien présents ? Alors, on peut prendre les deux sillons, parce qu'il y a des gens des enfants par exemple, qui vont imaginer des amis parce qu'ils vivent des choses difficiles, par exemple, pour un petit peu s'échapper Mhm. et créer leur monde parfait à travers des amis imaginaires qui n'existent pas. Ok. Et il y a ceux qui voient ce que les autres ne voient pas, dont j'ai fait partie, et qui, pour les gens de l'extérieur, pensent que ce sont des amis imaginaires parce qu'ils parlent tout seuls, on parle avec eux, on discute, tiens, salut, ça va, ouais, je suis content de te voir, enfin bref, tel l'enfant qui joue, mais ils sont réels, Donc je pense que ta sœur fait partie des gens comme moi, d'avoir vu des amis imaginaires. À quel âge ils sont partis ? Tu t'en rappelles ? Vers 5 ans, plus ou moins. En fait, ils sont jamais partis. À quel âge elle ne les voyait plus? C'est ça. Ouais, C'est pas la même chose. Oui, on va dire que les manifestations se sont modifiées. Je J'ai une précise question. bien ça. Est-ce que tu les vois ? Comment? Est-ce que tu les vois ? Bien sûr. Ils sont trois. Ils sont sont toujours trois. là. Oui. Ils sont trois, j'ai dit, ouais, ils sont trois. Ah oui, ils sont toujours là. Ça s'appelle une communication, ça. Pleurer. Puis il y en a un qui est très joyeux, Ils ressemblent très à quoi ? joueur. Ah, je ne sais pas encore, on va continuer les Ok. questions. Ne pleurons pas tout de suite. Je suis pas émotive, moi. Bon. Mais ils sont droits là, mais il y a un homme ici. Hein. Arthur m'a regardé quand on regarde de désespoir. Mais non, c'est bien, c'est Et bien. ça, c'est un parent. Bon, bah, c'était sympa.
Alors, on va revenir sur toi, Pierre, parce que Oui. tu as eu un parcours particulier, une histoire de vie particulière. Moi, je l'ai lu, tout le monde ne la connaît pas. J'aimerais que tu l'expliques. Que j'explique ma vie. Brièvement. On a quoi? On a 2 semaines. J'ai survécu au ventre de ma mère, puisqu'elle a tout fait pour que je meure dans son ventre. Donc elle prenait beaucoup de drogue, d'alcool, etc. quand elle a su qu'elle était enceinte de moi. Mais il faut savoir que 20 jours avant, elle avait accouché de mon frère. Et moi, elle est tombée enceinte de moi 20 jours après, ce qui est rarissime. Hein. Et donc, elle ne voulait pas de moi. Et puis, apparemment, elle n'avait pas les moyens de s'occuper de 2 enfants. Voilà. Et donc, elle a tout fait jusqu'aux faiseuses d'anges. À l'époque, l'IVG était interdite. Et bon, ça n'a pas marché. Donc, je me suis accroché tel une moule sur un rocher. Je lâchais rien. Et donc, je suis là. Donc, j'ai fini à la DAS. De la DAS, après, pouponnière, etc. Ensuite, famille d'accueil. On tombe sur les bonnes ou les mauvaises. Et puis, même dans les bonnes, il y a des gens mauvais. Et puis, dans les mauvaises, il y a des gens bien. Donc, voilà, on va dire que j'ai eu ce parcours-là. Pour ensuite finir à 15 ans et demi, 16 ans à la rue. Pendant près de 5 ans et demi, 6 ans. Oui, bon, après, quand on crée ces sillons, ces codes, on arrive quand même à pas être dans un confort, mais à trouver des systèmes D, comme on dit, pour pouvoir survivre et moins subir. Depuis l'enfance, en jouant avec des animaux, les animaux allaient mieux. C'est un vétérinaire qui a fait le constat. Je devais avoir 2 ans. La première expérience, elle remonte à... Ah, j'avais l'âge de 2 ans. Ok. Mais moi, je ne faisais pas attention, c'est pas conscient. Je donnais de l'amour. L'énergie la plus puissante, c'est l'amour. Ouais. Comment? Tu sais nous raconter la première expérience, si tu en as des souvenirs? Où tu Première as ex- guéri un animal? Ah, C'était c'est dans pas un la ferme, animal. c'est ça? Ouais, c'est dans la ferme, mais j'étais avec le grand-père qui nous en savait, donc le grand-père de la DAS. Et j'étais avec un chien que j'aimais beaucoup. Il était noir avec un portefeuille blanc. Il était toujours attaché à une chaîne, et ça me faisait beaucoup de peine. Une grande chaîne, hein, mais jamais libre. Et donc j'allais le voir, mais puis il manquait des poils, etc. Donc il souffrait, le pauvre. Ça pourrait été à vif. Et donc moi, je faisais pas attention à ça. Et c'est à un moment donné où j'ai fait attention à ça, et j'ai commencé à vouloir lui donner de l'amour, à vouloir lui faire du bien. Et on s'est aperçu qu'il n'avait plus rien après. Et toi, t'en avais conscience? Non, quand pas du après, tout. Quand, Non, quand non. t'as vu que le chien commençait Ah non, à moi aller j'étais mieux? content qu'il aille mieux. Ok. Mais j'étais pas. T'as pas compris que J'étais c'était assez ton en lieu intervention? d'imaginer que c'était moi ou mon intervention qui a fait quoi que ce soit. Ok. Non, pas du tout. La première fois que tu as eu, je sais pas comment on peut définir ça, parce que tu as eu des visions depuis... Une rencontre Oui, une rencontre, voilà. La dans le toute berceau. première. Ok. Et je me rappelle. C'était une dame. Mhm. Enfin, l'être qui est venu du monde invisible s'est mis en dame, âgée. Donc peut-être pour me sécuriser, mais avec un... Vous savez, ce sourire quand il soulève, là, c'est mignon comme tout, les petites grand-mères, là, Pommettes, comme ça, ouais. les pommettes. Avec des yeux, je me rappellerai toujours des yeux noisettes claires. Et une douceur qui se dégageait d'elle, ça m'endormait en fait, ça me rassurait. Et c'était pas quelqu'un de ta famille? Ou tu Non, pouvais pas le je n'ai penser? jamais. En fait, Oui. comme je connaissais pas ma famille, je ne Oui, sais c'est pas ça. qui elle était. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que la personne prenait une apparence. ils prennent des apparences, ouais, rassurantes pour Mhm. les gens. Ok. Ils peuvent prendre différentes apparences d'ailleurs, en fonction de nous, en fonction de notre compréhension, en fonction de notre évolution. De toute façon, la compréhension, c'est l'évolution. On a déjà une première question de notre communauté. Une personne nous a demandé, peut-on être médium depuis l'enfance, mais avoir oublié tous ses souvenirs en grandissant? Bien sûr. À partir du moment où il y a une peur qui s'installe, à partir du moment où la vie, du chaos de la vie quotidienne, s'infiltre avec la vie de tous les jours, à partir du moment où on crée des encodages de structures dans la matière, on fait abstraction, mais on a toujours la mémoire. Mais de toute façon, la seule personne qui s'interdit ou qui s'autorise à faire de la médiumnité, c'est soi-même. Mhm. Personne d'autre ne peut nous empêcher. Donc ça, c'est relié à l'intellectualisation. L'intellectualisation, les peurs, le doute, la fuite, tout ça nous éloigne de nos aptitudes. Donc, en gros, je veux dire, à l'heure actuelle, il y a tellement de contre qu'on intellectualise une espèce de rationalité qui nous tient à distance de tout ça. Mais c'est pour nous sécuriser. Il y a un danger. Intellectualiser, c'est se sécuriser, c'est contrôler.
Mais En fait, il n'y a pas de danger, parce que en fait, les gens qui n'y croient pas, les gens qui jettent ça d'un revers de la main, ça les protège de ça, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi dans cet univers aujourd'hui, dans cet univers ésotérique, comme on dit. Donc ça les préserve, ça les protège, mais il ne faut pas fermer la porte totalement. Il faut toujours garder une probabilité de sensation. Il faut bien faire attention entre l'imaginaire et la réalité. C'est pour ça que je suis toujours resté très rationnel et ancré. Je ne crois que ce que je vois. Et comment être rationnel sans intellectualiser et avoir malgré tout, et donc pouvoir développer ses capacités? On est rationnel en intellectualisant ce qui s'est passé. Ok. Mais pendant, on n'est pas dans l'intellectualisation. On est dans la spontanéité. On est dans le moment présent et la spontanéité. Ok. Exactement. Et donc, en fait, on vit un moment qui peut être un peu déroutant, déstabilisant. Ouais. Et puis après, on rationalise en disant, ben non, en fait, ça s'est passé. Après, on se dit, voilà, je vais écarter ça, je vais écarter ça, je vais écarter ça. Et si en écartant tout ce qui est dans la matière irrationnelle, il se passe toujours quelque chose, là, on va commencer à dire, là, il y a quelque chose de pas très normal. Ok. Est-ce que tu as déjà eu tort quand tu as vu quelque chose par rapport à quelqu'un et que tu l'as transmis à cette personne? Est-ce que parfois tu t'es trompé? Si on y met du mental, on se trompe tout le temps. Moi, je suis un animal. Donc tu ne t'es jamais trompé? Je n'en sais rien, parce qu'il y a plein de gens qui sont parvenus à moi pour me dire si je me suis trompé ou pas, mais tous ceux qui sont revenus m'ont dit que c'était bon. Ok. Bah, on a eu un extrait dans le livre où il donnait assez spontanément, et comme il le dit de manière un peu animale, il donnait des informations sur la défunte. Certains ne collaient pas, ouais, mais d'autres collaient tout à fait. Ouais, dans le livre de Stéphane Hallyk. Oui, donc... certains ne collaient pas sur le moment parce qu'ils ne savaient pas. Oui, c'est ça. Et ça a été prouvé après quand il s'est renseigné. Oui, bien sûr. Des fois, je dis des choses à des gens qui ne savent pas, ils disent « mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Et puis, après, ils se renseignent. Et puis là, ils disent « ah, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que dans leur environnement ne sait pas ». Est-ce que tu as déjà travaillé avec la police? Absolument. Pour des enquêtes? Ouais. Oui, j'ai vécu même près de 2 ans et demi en gendarmerie. Ah, ok. En tant que, on dit en sous-marin. Je travaillais sur les affaires de personnes disparues. Ok. Sur les enfants disparus. Voilà. Mais il y a très longtemps. Et quand tu donnes une information, parce qu'elle t'arrive à toi et que forcément elle ne parvient pas aux gendarmes ou ceux qui enquêtent, comment elle a accueilli cette information? Alors c'est compliqué parce qu'eux, ils ont toute une structure et ils doivent se baser sur des preuves, sur des choses concrètes et solides. Donc on va dire qu'ils ont fait un cahier à part pour noter tout ce que moi je ressens, ils vont faire une comparaison par rapport à leur recherche à eux et leur enquête. Ok. Et comment toutes ces informations te viennent? C'est une image, un son? Ah, mais ça, on va parler des différents types de médiumnité. Voilà. Donc, il y a plusieurs formes de médiumnité chez moi. C'est j'ai de l'image, j'ai le son, j'ai les odeurs, j'ai la sensation physique, émotionnelle. J'ai à peu près l'ensemble. Oui. Mais j'ai eu du temps pour travailler ça. Oui, justement, au début, tu racontes que tu fais ça un peu gentiment pour les gens qui te rendent service. Oui. Et puis finalement, tu cultives un petit peu ça. En fait, au début, j'appelais ça ma maladie. Parce que ça me terrorisait, parce que j'étais trop dérangé, parce que je ne le gérais pas, je ne le contrôlais pas. Et donc, je ne voulais pas mettre le mot médium, parce que pour moi, c'était tout un sac de nœuds où il y avait tout et n'importe quoi. Donc, je ne voulais pas mettre cette étiquette sur moi. Et jusqu'à 23 ans, j'ai commencé à accepter. Et c'est vrai qu'entre-temps, je faisais du magnétisme, je disais des choses aux gens. En plus, je pratiquais aussi la voyance à l'époque, en direct, sans support, comme ça, en regardant. Et c'est là que j'ai commencé à accepter et à commencer à structurer ce que je percevais. Et c'est quoi la différence entre un médium et un voyant? Le médium, lui, il est toujours en contact avec un défunt, un guide. Donc son rôle à lui, c'est de transmettre le message de nos amours, moi je l'appelle nos amours, qui sont de l'autre côté. Déjà, le premier message, c'est dire je suis toujours vivant sous toute notre forme. Et le voyant lui va rentrer dans une sillon comme un système d'ADN entre passé, présent, futur, qui n'existe encore pas d'ailleurs, puisque les choix ne sont pas faits. Et il n'est pas forcément en connexion avec un défunt. Ok. Mais il a juste une clairvoyance au sujet. Ouais, mais c'est comme il y a des gens qui sont brillants, qui font de la voyance. Ils se servent de support, par exemple. C'est quoi? C'est une intuition plutôt? Non, l'intuition, c'est la première porte de la médiumnité. Okay. C'est par là qu'on passe pour entrer dans le champ de la médiumnité. Ok. Quand tu as commencé à cultiver cette maladie, pour reprendre tes mots, est-ce que tu t'es senti légitime de le faire?
Est-ce que tu t'es pas dit, est-ce que c'est pas profiter de la fragilité humaine? Ah ouais, j'étais petit, mais moi, non, je fuyais ça. Je ne voulais pas faire ça. Et c'est quand que tu as décidé? Moi, je voulais être sportif, je devais être sportif professionnel. Ouais. Ça n'a rien à voir. Effectivement. Basketteur. Et donc, moi, je fuyais tout ça. Mais c'était... je me disais, je fuyais le surnaturel, mais il revenait vite au galop. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui venait. Et comme si on me poussait dans des chemins où les rencontres faisaient que j'étais obligé d'aider ceux qui me tendaient la main. Dans le livre, à un moment donné, tu parles d'une fille pour qui tu as des sentiments. Isabella, Ouais. Et qui... j'ai toujours ces sentiments. Ok. Et qui met fin à ses jours. Ouais. Et tu n'as rien vu. Ah non, je voulais pas qu'elle meure déjà, et je n'imaginais même pas qu'elle allait mourir. Ça, c'est de la voyance. Mais bon, c'était pas dans la voyance. Oui, mais je veux dire, tu te rends compte après coup qu'elle est décédée, parce que quand Oui, tu oui, reviens oui. chez elle... Oui, mais c'est là où il faut faire attention entre l'émotionnel et la prise de recul, où il faut faire la dissociation émotionnelle pour être objectif. Et je ne savais pas encore le faire. Et moi, j'étais plutôt dans l'amour pour elle. Et donc, mon but à moi, c'était de lui dire que je l'aimais. En plus, j'étais super timide, elle aussi. Donc, on ne se disait rien, on ne se parlait pas, on était à côté l'un de l'autre. C'était mignon. Mais je voyais quelqu'un autour d'elle. C'est-à-dire un ténébreux? Oui. Pas bon du tout. Est-ce qu'on a tous un ténébreux Non. avec soi? Non? Non, Ok. Non. C'est rare. Ça dépend de la mission que vous avez. Est-ce qu'on a un ténébreux autour de nous? Non. Non, super. Justement, la mission, c'est intéressant si on peut en parler. Comment elle est... La mission, elle n'est pas donnée, elle est proposée. C'est à vous de faire le choix de le faire ou pas. À la naissance? Avant. Juste avant. Juste avant. Quand on choisit ses parents? Oui. Est-ce On qu'on lui choisit vraiment ses souffle- parents? Oui, on lui souffle notre prénom. Explique-nous un petit peu Ouais, le l'histoire choix du- des parents et du prénom, parce que tu l'as abordé hier. Ouais. C'est-à-dire que quand on est de l'autre côté, on veut rentrer sur un chemin précis. Donc on va choisir donc une culture, un pays, on va choisir des gens avec un mode de vie, mode de pensée, mode émotionnel, une sensation intérieure, une évolution ou pas. Et c'est là qu'on va inscrire le socle de notre incarnation. Et donc on choisit une femme, même si elle n'a pas d'homme, on fait en sorte de choisir l'homme qui fait qu'à un moment donné, il y a une énergie qui fait qu'ils peuvent être à l'autre bout du monde. À un moment donné, paf, ils se rencontrent. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent rester ensemble. Ils peuvent même se croiser, mais l'enfant est là. Donc c'est l'enfant qui décide du couple? C'est va être l'enfant qui formé décide de choisir son père et sa mère et qui a une énergie qui fait que. Ok. Et parce qu'il sait aussi qu'ils vont peut-être se rencontrer. Ça, je n'ai pas toutes les informations. Mhm. Et après, on souffle le prénom, parce que pour moi, dans notre prénom, il y a une ou deux lettres de notre nom d'âme. C'est quoi le nom d'âme? Ah, on a tous un nom de l'autre côté. Ok. Alors, c'est pas un nom comme ici. Chaque lettre a une tonalité dans la fréquence, dans l'invisible. Et même là, dans l'univers dans lequel on est. Donc, chaque lettre a sa tonalité. Donc, le prénom, c'est une musicalité. Donc, ça fait une fréquence. Par exemple, Julia, c'est une fréquence, c'est une musique qui va faire vibrer la fréquence de l'âme, de sa propre âme. Comme Lisa, comme Pierre. C'est pour ça que ce prénom, il est important. Pour moi, c'est la terminaison du cordon ombilical de la fréquence de l'âme. Voilà. Et donc, par exemple, si moi, on m'appelle Pete, alors que je m'appelle Pierre, mon âme ne va pas être dans la bonne fréquence. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans la densité de ce que je dois être. Et il va toujours se passer quelque chose qui m'empêche d'aller au bout de quelque chose. Il va toujours se passer quelque chose qui m'empêche d'être moi. Ça, c'est une vraie question, parce qu'on a donné des prénoms à rallonge à nos enfants, donc on leur donne que des petits... Non. Bah oui, mais non. Mais vous pouvez le faire. Ah oui. Mais eux doivent savoir qu'intérieurement, ils s'appellent comme ça. Ah ouais. D'accord, Ok. ok. Ça me rassure. Non, n'inquiétez pas. Et donc, on souffle le prénom à sa mère, à son père ou à l'environnement. Vous savez, surtout les filles, quand elles sont petites, elles disent « Ouais, quand j'aurai les enfants, je vais l'appeler comme ça, comme ça, comme ça. » Et puis, à 25 ans ou 26 ans, enfin, vous, quoi, elles tombent enceintes. Légèrement plus. Beaucoup plus. Oui, 32. Allez, Plus aussi. elles tombent enceintes. Et là, c'est complètement un autre prénom qui devient une évidence, qui traverse. Ouais. Et ça, souffler le prénom. Mais c'est beau. Mais justement, on a abordé dans cette question un autre sujet qui était les personnes qui finalement se rencontrent parce que
l'enfant peut être un peu... Peut-être qu'ils étaient faits pour se Choisir. rencontrer aussi. Hein. Mais justement, alors on arrive à la question qui devait arriver plus tard, mais on arrive maintenant sur les âmes sœurs, les Ah flammes là là. jumelles, on Oh m'a là là. parlé de ça. On entend beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Hein. J'ai jamais entendu ça. C'est quoi? Mais c'est une question qui a été posée. Une Bon, personne bon, qui déjà, disait... Je veux retomber sur la question. non, mais les âmes sœurs, les flammes jumelles, les Vous âmes nous parlez primales, des les flammes âmes, jumelles. il y a les âmes primales, les âmes sœurs, les âmes jumelles. J'ai jamais vu un seul couple âme sœur réussir. Ah ouais? Bah oui, ça veut bien dire âme sœur, ça veut pas dire âme couple. C'est vrai. Non, mais il faut être rationnel. Mais c'est vrai. Ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que c'est des âmes qui se sont rencontrées dans plein de vies, qui sont pas faites pour vivre ensemble, mais pour être dans l'accompagnement de l'un et l'autre. Non pas pour être ensemble. Comme Ok. un frère et une sœur, comme deux sœurs. Ouais, donc nous, ça pourrait être... Bah vous pouvez être âme sœur, mais vous êtes Ouais. sœur déjà. Oui, Mais ça veut pas dire que vous pouvez être amis. Ça veut rien dire. Mhm. Mais effectivement. Ouais, on a eu de la chance. Est-ce que ça veut dire que... on a eu du bol. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est vu dans d'autres vies, ma sœur et moi? Parce qu'on est hyper fusionnels. Parce Ah bon, on a je plein pense, de j'avais jumeaux l'impression que autour de vous étiez jumelles. nous. Pardon? J'avais l'impression que vous étiez un peu jumelles. Oui, c'est vrai. Ouais. Pourtant, personne n'arrive à le dire. Non, moi j'ai une théorie qui ne repose absolument sur rien, si ce n'est mon idée, que je pense que dans une autre vie, ma sœur et moi, on était une personne. Alors, ça existe, mais ça s'appelle la bilocation d'âme. Et c'est ça l'âme primale. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est une âme qui se divise en deux, qui va incorporer deux corps. Ok. Et à la base, elle est une. C'est rarissime. Je vous le souhaite. Ça, je peux pas vous le dire que c'est vrai ou pas vrai, moi. Non, mais je trouve que Mais ça existe. il y a une telle complémentarité entre elle et moi, Ouais, mais Et ça qui n'est peut être pas- les âmes sœurs, ça aussi. mais qui n'est pas que liée au fait qu'on soit. Vous pouvez jumelles aussi vous et- comprendre sans parler, Oui, Ouais. comme plein de gens le font. Mhm. Excusez-moi, hein, je me fais Non, aussi mais l'avocat Vous avez bien raison. terre à terre. T'as raison. Donc, tout le monde peut être médium, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'on peut être un médium en se formant? Est-ce qu'il faut se former pour être médium? Alors oui, c'est comme tout, hein, on peut avoir des aptitudes de base, et puis après, pour bien les gérer, les contrôler, les comprendre et les appliquer, il faut, c'est comme un sportif de haut niveau, il faut s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on gère pas, il ne faut pas s'entraîner tous les jours, parce qu'à un moment donné, on confond tout, et on croit que tout est signe, symbole, ça tombe de tous les côtés, alors ce qui n'est pas le cas. Ok. Voilà. Tout le monde peut être médium parce que c'est relié à l'instinct de préservation. Donc on est le côté animal que nous avons. Donc on est lié au cerveau reptilien qui, lui, nous préserve et nous protège et nous crée une sensation très affinée de nos sens. Parce que ça passe par les sens avant tout. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs formes de médiumnité différentes. Donc une fois qu'on a accepté ces aptitudes, on peut les travailler. Bien sûr, ça se travaille. Et comment? Avec des exercices. Par exemple, moi, quand j'étais petit, je fermais les yeux, puis quand j'entendais des voitures, j'essayais de me projeter dans la voyance. Donc, pas de la voyance, mais par image, donc avec la médiumnité par image, la couleur de la voiture Mhm. qui passait, que j'entendais au loin, sans regarder. Et hop, au début, je disais n'importe quoi. Hein. Et petit à petit, paf, paf, paf. Et après, je regardais combien de personnes il y avait dedans, si c'était un homme ou une femme qui conduisait, s'il y avait des enfants, avant qu'elle vienne. Donc en fait, c'est un exercice qu'on fait C'est des exercices soi avec qu'on fait soi, quoi. C'est Ben oui. c'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous enseigner, nous On former à ça. peut être formé par quelqu'un d'autre, mais après, il faut faire attention, il faut qu'il y ait une déontologie, une éthique stricte, parce que les gens, après... aujourd'hui, on est dans un univers où le bien-être, etc., prend beaucoup d'espace, Mhm. mais pas beaucoup de profondeur. Ouais. Je suis désolé de dire ça. Hein, Non, mais, c'est très vrai, tout à fait. d'accord. il y a beaucoup de langage, il y a Mhm. beaucoup d'effets de manche, comme on dirait les avocats, mais il n'y a pas beaucoup de fond. Et voilà. Après, il y a des gens brillants, il y a des gens qui pensent vraiment être médiums et qui ne le sont pas, et qui ont des petites sensations, qui vont rentrer dans l'imaginaire. Et après, il y a les médiums, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est des élus, hein. On est tous élus, de toute façon, hein, Mhm. pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais il faut faire attention à tout ça. Il faut vraiment garder ces codes, tout ce qui nous a construit dans le caractère, dans l'émotion, etc., pour ensuite y poser de la médiumnité. Et non pas l'inverse. Mais c'est comique ce que tu racontes avec les voitures parce que je me souviens que quand j'étais petite, si je cherchais quelque chose, j'étais une petite fille assez fainéante et j'avais pas envie de chercher partout. Et je visualisais l'endroit où se trouvait l'objet. Eh bien, c'est ça. Et je le trouvais. C'est bien, et c'est exactement ça. Et du coup, j'ai une autre question. Par exemple, pourquoi moi, je voyais ce qu'on appelle des amis imaginaires
ma sœur et moi, j'aurais été exactement dans le même Ouais, contexte. bien Et sûr. quoi, moi, je voyais, et pour elle, elle voyait pas. Il y a une sélection qui se fait initialement Non, pas du tout. C'est une question d'hypersensibilité émotionnelle. Ok. Parce que c'est pas parce que vous êtes né du même ventre, pas parce que vous vivez dans le même univers, que vous allez raconter, par exemple, que vous avez la même vie. Mhm. Vous pouvez voir la même chose en même temps, mais l'expliquer d'une manière différente, parce que vous allez réceptionner émotionnellement, intellectuellement, psychologiquement, différemment. Ok. Donc c'est ce qui fait que. Et en plus, il y a le fait d'accepter ou non. Mhm. Il y a la peur ou pas. On va passer maintenant à un sujet qui intéresse particulièrement les gens, la mort. C'est quoi la mort? La mort telle qu'on l'entend à l'heure actuelle, la mort de l'enveloppe corporelle, Oui. qui pour beaucoup signifie la rupture du lien avec la personne. Mhm. Parce qu'on n'a pas Des liens tous la physiques. chance des liens physiques, mais oui, mais je veux dire, moi je vois pas Mhm. les liens, enfin je vois plus les personnes qui me sont chères, elles ne sont plus là. Donc pour moi, c'est la mort, c'est une vraie mort. Après ça, il n'y a plus rien. C'est Ça- l'absence, C'est l'absence, oui. c'est le vide. Exactement. Il y a le corps physique, bien sûr, et puis il y a tout ce qui est à l'intérieur. Quand on parle d'âme, on parle d'esprit, qui est le cerveau de l'âme, pour moi. C'est là où on emmagasine toutes ces mémoires de vie d'avant, etc., quand on y croit, hein, bien sûr. En fait, la mort, il y a plein de gens qui ont peur de la mort, mais ils ne connaissent pas la mort, ils la rencontrent. Ils ont plutôt peur de la manière de mourir, ou peur de laisser les gens, ou peur du vide derrière. Moi, j'ai Mais très peur de mourir, par exemple. oui, mais de la j'ai manière. pas spécialement. J'ai pas peur de ça. J'ai peur de plus être dans ce monde. Et c'est bien ce que je dis. Ouais. Peur du vide derrière. Mais c'est surtout, il y a tellement de choses géniales qui se passent dans ce monde que je me Tu dis, te retiennes ici. quoi. ouais, je serais plus là pour les vivre. Et s'il y avait des choses encore plus géniales dans l'autre monde à vivre? Mais exactement. Et j'ai entendu une belle métaphore une fois. Ah C'était deux bébés qui étaient dans le ventre de leur maman. Et un qui disait, est-ce que tu crois vraiment que maman existe? Parce qu'ils sont dans le ventre. Ils ne savent pas, ils sont Ils dans le leur savent pas. univers. Voilà. Et il disait, un des deux disait, bah non, c'est sûr que personne n'est jamais revenu pour nous dire si maman existait vraiment. Et donc en fait, maman était un petit peu la comparaison avec Dieu, tout simplement. Et donc cette Dramatique. comparaison par rapport à l'autre monde, Oui, eux, dans voilà. leur monde, c'est pour remettre le fil. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Très attentif. Le mommy brain est vraiment particulier. Et donc du coup, voilà. Et j'ai de nouveau perdu le fil, donc je vous laisse continuer, Pierre. Donc il y en a un qui se dit Ça va elle, pas. elle n'existe pas, et l'autre qui dit mais si elle Voilà, existe. c'est ça. Et donc une fois que Donc, c'est ils ça, vont en de fait, l'autre il côté faudrait- comme personne n'est jamais revenu dans le ventre, Voilà, il faudrait croire quelque chose sans l'avoir vu. Moi, comment je peux être sûre que l'après est mieux que le maintenant? Comment savoir? Tu le sais, toi? parce que je me suis promené. Ah bon? C'est-à-dire? Oui, ça s'appelle des sorties astrales. Ah, bah, explique-moi. un Ça petit veut dire peu. que sortir de son corps. Alors oui, il y a les sorties astrales et les projections astrales qui sont deux univers différents. La sortie astrale, c'est sortir de son corps Mhm. et voir son corps. Et donc voir l'environnement. Il y en a plein qui vivent ça dans des expériences de mort imminente, etc., qui ont été prouvées scientifiquement. Mhm. Et donc ils voient la pièce, on voit la pièce, on voit son corps, on ne se reconnaît pas trop. Juste lui, un inconnu. Après, on comprend vite que c'est nous. Et après, on va dans une autre dimension. C'est une question de fréquence. Là-haut, c'est de la tonalité, c'est de la vitesse, ça va vite. Et la projection, c'est je suis toujours dans mon corps, mais j'atterris directement dans un lieu. Donc je ne passe pas par la pièce, je ne passe pas par tout ça. En fait, je suis toujours dans mon corps, mais c'est une projection d'une particule de mon esprit qui part. Elle Mais va c'est où? quand même du vécu, hein, dans un univers précis. Ok. L'univers, en général, il voit de la lumière, il voit des trucs, il voit... Voilà, c'est pas pareil. Il y a deux différences. Donc, de 16 à 39 ans, j'ai fait des sorties astrales. Donc, je me suis un peu promené. Et c'est pas mal. Hein. Et tu vois quoi? Alors déjà, tu vois à 360 degrés. Ok. Qui est quand même incroyable. Je sais pas si tu imagines, si là, tu voyais à 360 degrés, on ne pourrait pas le gérer. Hein. T'imagines, tu es là, puis tu vois derrière le rideau qui bouge. Et sur le côté là-bas, enfin, J'ai ça avec ma voiture. c'est impossible. Imagine, tu conduis et tu vois tout l'ensemble. Déjà, tu vois tout. Après, tu vois des êtres. Tous ceux que tu as perdus, tu les rencontres. Tu les croises. Eh oui. Et Mais dans une vraie évidence. Hein. mais ils n'ont pas C'est la pas forme. un imaginaire. Hein. Ils n'ont pas leur forme qu'on a connue. Non, non. Ils sont très... Comment ils sont alors, vous connaissez les orbes? Non. Si, c'est les petits points bleus, jaunes, etc. Quand on prend des photos, ça apparaît d'un Ah oui. coup. Mhm. Mais ils sont de cette forme-là. On va dire que c'est la particule de base avant transformation. Très lumineux, très puissant. Après, ils ont cette... comme une flamme qui, quand il y a un peu de vent sur une bougie, Mhm. Une lueur. quoi. une lueur, ouais. Et donc, elle a très blanc, très
Et comment on les reconnaît? Alors, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'omniscience. On sait. Ok. Comme nous, parfois, on a des évidences. La médiumnité par évidence, ça existe aussi. Hein. On sait. Et on communique. On n'a pas besoin de parler, il n'y a pas de ça. Ça communique direct, comme vous communiquez des fois entre vous. D'une puissance 1000. Donc quand on fait une sortie astrale, on arrive dans un monde, On va d'abord dans sa chambre, on se balade. ok. Puis après on sort dans un On univers monte, qu'on mais ne on n'est connaît jamais pas. seul. C'est-à-dire? On est toujours accompagné. On est toujours accompagné par des êtres. On ne va pas n'importe où, n'importe comment. Ah d'accord, quelqu'un nous guide en fait. Voilà, comme quand on visite une cathédrale, ou on a un guide. On n'a pas le micro. Et Donc, pour casser un peu l'ambiance, c'est vrai que dans ces sorties astrales, l'enveloppe corporelle est du coup seule. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit habitée par non, qui nous voudrait du mal? impossible. On n'est pas seul. Ok, donc quelqu'un On appelle des surveille, gardiens. Voilà. quelqu'un surveille la dépose. Ouais. Alors le risque, c'est que tu ne veuilles plus revenir dans ton corps. Ok. Voilà. Et ton corps, il marche au ralenti, à tel point que même si tu poses l'oreille au niveau du souffle, tu le sens presque pas, ton souffle. Tout est ralenti. Mais à un tel point, très... C'est pas mesurable. On a l'impression que tu es mort. T'es tout froid, t'es tout... Presque mort. Ça peut faire peur pour quelqu'un qui rentre dans la chambre. Ah ouais, j'imagine. Ça m'est arrivé. Je faisais ça, et puis j'ai un copain qui rentre, il appelait les pompiers. C'est drôle. Et ils ont dit quoi Bah rien, quand ils sont venus, je suis réveillé, moi. Quand ils sont venus, j'étais là. Ok. Mais justement, est-ce qu'il y a un enfer et un paradis? Comment ça se passe? Parce qu'une fois qu'on meurt... Alors moi, je parle pas d'enfer, du paradis. Si j'en parle, c'est vraiment pour que les gens comprennent la différence entre l'un et l'autre. On parle de haute vibration et de basse vibration. On parle d'énergie basse dans une fréquence très lourde qui nous fait descendre. En fait, c'est pas compliqué. Chez quelqu'un qui fait beaucoup de mal, par exemple, je vais monter directement à la lumière. Par exemple, c'est comme si j'allais sur l'Himalaya en short, torse nu, pieds nus. Ok. Je peux rester autant que je veux, mais ça va être compliqué. Donc je vais être obligé de redescendre. Et donc, plus j'ai fait du mal, plus ma culpabilité, en fait, c'est notre propre culpabilité, notre propre regret. Il n'y a personne qui nous juge, c'est nous-mêmes. Hein. On fait un bilan de l'ensemble. Et donc ça va créer une tonalité plus basse, une fréquence plus basse. Et donc, on ne peut pas rester dans une énergie de dimension plus haute, puisque c'est comme si on tombait, en fait. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et c'est là qu'il y a une différence entre le côté sombre et le côté lumière. On peut dire enfer et paradis. Ok. On a une question par rapport au suicide. Où va-t-on quand on se suicide? Est-ce que Voilà. ça change quelque chose? Ah oui, ça change beaucoup de choses. Oui. Ça change quoi? Nul être humain ne peut tuer quelqu'un, encore moins soi-même. On va où dans ce cas-là? C'est important, l'existence. Surtout ce qu'il y a à l'intérieur, l'âme. Alors on va dans une dimension qui est entre deux. Le problème, c'est qu'on se construit comme une bulle hermétique, et dedans on revit tout ce qui nous a poussé au suicide. Imaginez, un peu comme un purgatoire. Revivre ce qui nous a amené à nous suicider. Donc on revit sa souffrance, quoi. Ah oui. Et il n'y a qu'une seule manière, on ne peut pas communiquer avec eux. Moi, je ne peux pas communiquer avec les gens suicidés qui sont dans la bulle. Ok. Mais par contre, j'ai déjà communiqué avec des gens qui sont suicidés, qui sont sortis de la bulle. Et comment ils en sortent? Il n'y a qu'une manière. Vous pouvez prier pour eux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'impact. C'est qu'ils se pardonnent eux-mêmes. Comprennent pourquoi ils l'ont fait et qu'ils décident dans une autre vie, donc ils vont être obligés de se réincarner, de surpasser, parce qu'ils vont encore avoir, dans la prochaine vie, ce sentiment de suicide. Il faut qu'ils le passent. Et après, il y a le pardon intérieur. Mais un vrai pardon, hein, ce n'est pas le pardon comme ici. Hein. Et ça fait exploser la bulle. Et là, ils se libèrent. On peut rester longtemps, mais bon. Est-ce que les personnes qui se sont suicidées verront leurs proches une fois qu'ils seront morts? Tant Personne qu'ils ne sont dans voit la ses bulle, proches. personne ne les voit, ils ne voient Ah, ok. personne. Et donc aussi longtemps qu'ils ne se seront pas pardonnés, il n'y a pas de contact bougent pas. possible. J'ai eu l'expérience avec, dans mon livre, là, De la Terre au Ciel, il y a Bernard. C'est où je suis à l'école et tout d'un coup, sortie astrale, involontaire, Ah oui. je me projette, je suis dans la chambre. Et là, je le vois face à moi. Alors, il était dos à moi, j'étais dos à lui. Et je me retourne et je le vois. Il est pas tout seul, il y a le ténébreux qui est là, qui susurre à l'oreille. Et il prépare tout calmement, ses affaires pliées, mais d'un calme, comme un automate, un robot, mais calme. Hein. Donc sur la chaise, il avait posé la corde, il allait là. Et donc il se pend. Donc c'est un suicide. La communication que j'ai eue avec lui, il est décédé en 73. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
ne s'est faite qu'il y a 1 an et demi. Pour nous, c'est long. Pour eux, c'est un battement de cils. Oui, la notion de temps n'existe Il est pas. resté dans sa bulle jusqu'à il y a 1 an et demi. Parce qu'en 2024, de 73 à 2024, Mais tous les... j'avais jamais eu de communication avec. Et c'est lui qui est apparu à toi? Il est venu, ouais. Mais est-ce que tous les suicides sont proposés, entre guillemets, par le ténébreux ou pas? Non, pas du tout. Non. En général, il y a comme un... C'est comme un encodage que l'on a avant de venir. Ok. On l'a. Une disposition... Ce refus de vivre ou ce refus d'être sur Terre, le refus de... Comme un refus d'incarnation. C'est-à-dire que je veux m'incarner, au moment où je veux y aller, je veux plus. Et trop tard, hein, le processus s'est enclenché. Et donc là, paf, je me sens pas bien en moi, etc. Ça développe beaucoup de pathologies derrière. L'étouffement dans le corps, le refus de manger. Il y a des moments où c'est programmé pour justement passer au-delà et vivre sa vie sans le faire. Et parfois, il y a une influence. Moi, j'appelle les ténébreux, mais une influence qui est là et qui nous pousse. Mais il va attendre des événements intérieurs, émotionnels, des fragilités, des grandes failles. Il va s'infiltrer dans la faille pour nous pousser à faire le choix. Est-ce que dans la communication que tu as eue avec Bernard, il t'en a parlé de ce moment-là? Bien sûr. Ok. Donc il avait conscience qu'on le poussait? Pas à ce moment-là. Ok. Ah, Et c'est qu'après après qu'il l'a compris. Parce que lui, il a... À ce moment-là, il était dans son truc. Ah ouais, donc comme le gars qui montait dans le Dans le train. tu expliquais hier. Non, le mec qui n'était pas dans le train. Ouais. Qui a cru monter dans le train, mais le train, en fait, l'a percuté. Ah parce oui, il était persuadé de rentrer dans le wagon. D'avoir ouvert la porte, d'avoir mis le pied dans le wagon. Et donc là, c'est un ténébreux. Oui. Ok. Mais qui n'est pas... Enfin, je veux dire, ce suicide n'est... Non, mais lui, il ne Programmé voulait par pas un se suicider, lui, rien du tout. Mais il y gagne quoi, le ténébreux, à ça? L'âme, Donc il collecte l'âme de la personne. collecte. Ouais, l'âme. Et ça fait quoi? Une fois qu'il est l'âme est collectée. Ah bah, moi, je ça- suis pas avec eux, je sais pas ce qu'ils font avec. Ok. En bas, j'y vais pas, donc... Ouais, même s'ils m'invitent, hein, je n'y vais pas. Enfin, avec tous les films d'horreur que j'ai déjà Ouais, regardés, alors, ouais. j'ai l'impression qu'ils collectent les âmes pour avoir plus d'énergie, pour faire plus de mal. Peut-être pour avoir plus de monde dans leur armée. En bas, c'est construit sur la colère. De l'autre côté, c'est construit sur l'amour. Et en bas, on vous laisse pas le choix. On vous impose. Et vous devez. De l'autre côté, on vous propose. C'est vous qui faites les choix. Et vous ne devez pas. Mais plus vous serez en colère, plus vous serez dans ces sentiments comme ça, plus vous approcherez dans une vibration, une fréquence basse. D'ailleurs, vous le sentez quand vous êtes en colère. Tout ça, c'est lourd. Donc, vous descendez vos fréquences. Donc, plus vous vous rapprochez d'en bas. Plus vous êtes dans la paix, plus vous êtes dans la compréhension, plus vous êtes dans la tolérance, plus vous respirez. Moins votre corps vous étouffe. Donc, vous êtes dans une fréquence qui monte. Il faut bien comprendre ça. En ce qui concerne les incarnations, est-ce que tu penses que chaque âme a un nombre d'incarnations programmées? Ou est-ce que ça... Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Il y a des gens qui disent au bout de 7, tu t'incarnes plus. Oh là là. Non, J'en ai marre, ça n'existe pas, le nombre. Le nombre n'existe pas. Le temps n'existe pas. L'espace-temps de l'autre côté n'existe pas. C'est une notion humaine. Encore vouloir comprendre pour contrôler. Bien sûr. Voilà. C'est comme j'entends, ouais, alors, lui, il a une vieille âme, et elle a une jeune âme. Ça n'existe pas. Ah, des conneries, ça. Je vous dis pourquoi ça n'existe pas. Ouais. Vous pouvez vous incarner 1000 fois et ne rien comprendre à vos incarnations. Donc vous êtes toujours une âme inexpérimentée. Complètement inutile, quoi. Inexpérimentée. Vous incarnez 3, 4 fois, 5 fois, et vous comprenez à chaque fois votre incarnation, et vous évoluez grâce à ça. Vous êtes une âme expérimentée. Et c'est là qu'on a mis inexpérimentée, jeune âme, et expérimentée, vieille âme. Ce qui est totalement faux. Alors, j'ai une question à poser. Une âme, c'est intemporel. Comment on peut lui donner une âge, vieille ou jeune? C'est pas possible. Ça aussi, c'est rationnel. C'est une notion humaine, encore. Bah, bien sûr, Nous, bien sûr. ça nous sert à mesurer. Et alors, encore une question typiquement humaine. À ton avis, combien de temps un défunt met, une fois qu'il est parti, pour se réincarner? Ah bah, en général, c'est souvent le jeudi. 13h40, 13h33. 13h33. Non, mais En général, ils attendent leurs proches. avant de repartir, Avant de s'incarner, Oui. on parle bien de s'incarner. bien sûr. En général, ils attendent leurs proches. Mais quand je dis leurs proches, c'est leurs enfants, D'accord. la famille, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Ah ouais, tout ça. Donc on est déjà sur plusieurs générations. D'accord. Voilà. Si on veut y mettre un temps, il n'y a pas d'espace-temps, mais on peut compter de 3 ou 4 même générations. Ils nous attendent, ils viennent nous chercher.
Il n'est pas rare, moi j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs, et c'était fréquent que la personne qui était sur le pas de l'autre porte, pour ouvrir le rideau dans l'invisible, disait « Ah, il y a ma mère qui est là ». Donc c'est vrai ça, la lumière. Mais bien sûr que c'est vrai. Ah, je vois mon mari ou ma femme, ou je vois mon enfant qu'elle avait perdu. Bah, ils viennent les voir, ils viennent les chercher, ils viennent les rassurer. Ils viennent leur dire que ça ne s'arrête pas là, c'est toujours la vie après la vie, mais sous une autre forme. Et donc quand les proches décèdent et rejoignent la personne, si la personne attend leur arrivée pour se réincarner, ça veut dire qu'il y a un moment où... Elle attend rien. Bah, c'est ce que tu disais. Ben non, parce qu'ils ne sont pas dans l'attente de l'autre côté. Mais tu disais que pour se réincarner, ils attendent Oui, mais l'arrivée des proches. ils Ils veulent attendent pas pas. forcément se réincarner. Enfin, Ils vivent dans une fréquence différente, dans un espace-temps. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, hein, pour donner une notion, je vais parler comme terre à terre, comme les humains. On va dire que l'autre côté, un siècle, c'est une nanoseconde de l'autre côté. Ok. Ça va vite, hein. Mm. C'est un exemple. Hein. Parce que l'autre côté, ça ne vit que sur le maintenant, sur le tout de suite, sur le présent. Donc, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, c'est maintenant. Ok. C'est tout maintenant. D'ailleurs, tout l'univers est géré là-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui décèdent avant leur naissance? Qui décèdent dans le ventre de leur mère, Ouais. bah, ils ne s'incarnent pas. Donc c'est-à-dire c'est une âme qui devait se réincarner et qui Ouais. remonte mais- tout de suite? Oui, parce que souvent, non, je pense qu'ils restent autour. Parce que j'ai vu souvent des femmes qui avaient eu des fausses couches ou des IVG, parce qu'il y avait des vraies raisons. Hein. Le corps n'était pas fiable, ou parce que c'était le moment difficile, ou parce qu'il y a eu des actions qui ont fait qu'elles sont tombées enceintes. Donc l'enfant ne vient pas. Et je voyais l'âme autour d'elle, comme si ils vivaient quand même leur incarnation autour d'elle, parce qu'ils avaient fait le choix de cette personne, de cet environnement. Ils ne sont pas prisonniers, hein, rien du tout. Mais ils peuvent aussi s'incarner dans le prochain corps, si cette femme tombe encore enceinte. Ah oui? Bah, bien sûr, ils l'ont choisi. Ah non, c'était vrai ça alors. Mais bien sûr que c'est vrai. Est-ce qu'on peut reconnaître, donc par exemple une personne qu'on a beaucoup aimée décède et puis se réincarne? Après, bon, tu viens de plus ou Oula. moins de répondre à la question, Mm. mais est-ce qu'on peut, si on a la possibilité de la voir se réincarner, la reconnaître? Ou c'est pas possible? Si on est dans sa vie de tous les jours, non. Si on a des facultés que l'on a travaillées et aiguisées, on peut reconnaître l'âme et la fréquence de l'âme, son énergie. Mais on aura le doute. Ouais. Donc il n'y a pas de... C'est pas une sécurité profonde de dire oui. Non, je dirais plutôt très compliqué. D'ailleurs, c'est rarissime. J'ai une question. Par exemple, quand j'ai perdu quelqu'un de très proche et quelqu'un m'a dit tu penses trop à cette personne et tu l'empêches de partir. Ah bon Donc, à part moi me culpabiliser à mort. Non. C'est bien de penser aux gens qu'on aime qui sont de l'autre côté. Même tous les jours. Ok. Mais il faut penser à eux sans chagrin, sans souffrance. Ça les enchaîne pas. Hein. Mais ça permet, quand on a de la joie, quand on pense à des bons moments à eux, parce qu'en fait, quand ils souffrent, etc., en plus, ils sont partis de manière foudroyante. Ben oui. Et donc, ça lui permet d'avoir une énergie où il se remplit, en plus, pas vieux, il se remplit, etc. T'es pas tout jeune. Bah, 75 ans, 80 ans, on Oui. n'a pas la notion du temps, mais c'est pas vieux, parce qu'il y a l'esprit jeune derrière. C'est vrai. Quelqu'un de joyeux, quelqu'un... Ben oui. C'est parti, paf. Ouais, Eh ouais, net. Mais il faut être joyeux pour eux, quoi. Et, Quand on rêve d'eux, est-ce que c'est notre Ah, imagination? non. Alors le rêve, c'est le rêve tel qu'il est, qui sert justement à se libérer de tout ce qu'on retient, toutes les mémoires qu'on ne pense pas emmagasiner dans la journée, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, les personnes qui sont autour, on les voit, ça enregistre. Il sert justement à faire le tri de manière concrète pour une compréhension et pour pouvoir évacuer. Ça, c'est le rêve. Et il vient entre la veille et le sommeil, donc toujours au moment où on s'endort, au moment où on se réveille. C'est en tout cas ce qui est les recherches qui apportent cette réponse. Une visite, c'est important. Et en plus, une visite. Un rêve. On va parler du rêve. Quand on rêve, on va se rappeler de la thématique, mais les détails, ils s'évanouissent avec le temps. Alors qu'une visite, on se rappelle de tout. De tout, du moindre détail. Pourquoi? Parce qu'une vraie visite, c'est un moment vécu. Et donc le moment vécu entre dans la case du souvenir. Donc c'est une vraie rencontre. Et donc ça veut dire que quand on dort, notre corps astral, donc
sort du corps. Ce qu'on appelle la petite mort. Au moment où on est bien. C'est ça la mort. Et c'est là qu'ils viennent nous voir. Et c'est là que l'on vit des choses réelles. Parce que j'ai vécu une situation particulière il y a 2 semaines. J'ai lu ton livre, ce qui m'a mis dans un stress très important. Ah, mon livre, il stresse. En fait, mais il est pas mal, hein, pouvez le lire. le contenu n'était pas stressant, mais par contre, je crois que je me conditionnais moi-même. Et au moment de la lecture, j'avais Fais des comparaisons. peut-être, je sais pas, en tous les cas, il y avait quelque chose qui m'oppressait un petit peu et je dormais très très mal parce que je sentais quelque chose de... Une présence. Oui. Mais que j'avais pas spécialement ressenti avant ça. Ah oui, mais mon livre ouvre la probabilité qu'il peut se passer autre chose. C'est ça. Donc on ouvre les sens. Et on dit peut-être que c'est possible. Oui, c'est ça. Et là, on capte. En tous les cas, l'autre jour, j'étais en train de me réveiller, mais j'avais conscience que je me réveillais et j'avais également conscience que je dormais. C'était un état un peu de conscience particulière. Et j'entends un souffle dans mon oreille, mais je comprends que c'est pas le mien. Je comprends que c'est comme un dernier râle, comme ça, d'une femme âgée. Je comprends que c'est ça. Sur le moment, j'attribue ça à rien du tout, parce que c'était très bizarre, parce que le souffle résonne dans ma cage thoracique, mais je comprends que c'est pas mon souffle. Et le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais pas, j'apprends que ma tante est décédée subitement, étouffée. Et elle est venue me dire au revoir. J'étais pas spécialement proche d'elle. Ça veut rien dire. Elle est venue me dire au revoir. Mais pourquoi me dire au revoir à moi? Mais pourquoi pas? Oh, j'en suis ravie, ravie. J'aurais voulu qu'elle vive, bien entendu. Mais on n'habite pas dans le même pays, elle habite en Sicile. C'est elle que j'ai entendue. Et en fait, quand j'ai appris sa mort 2 jours après, ça m'a pas fait tilt tout de suite en le racontant à ma maman. Je me suis dit, punaise, c'était elle. Mais ça m'est arrivé d'une telle évidence que je suis sûre que c'était elle. Donc ça a un peu bousculé les croyances. Moi, ça m'a chamboulée. Bah oui, ça a un peu bousculé ce que tu pensais ne pas être possible. La Mais survivance. Je suis pas du tout fermée. Non, mais je crois que c'est possible, c'est mais j'ai vraiment la preuve que c'est une c'est... preuve Oui. qu'il s'est passé quelque chose. Oui, Donc ton idée, ta pensée va être différente. c'est vrai. Peut-être pour ça qu'elle l'a fait. Peut-être aussi. Ils font toujours les choses pour qu'on apprenne à évoluer. Qu'est-ce que tu penses des rêves prémonitoires? Ça fait partie de la médiumnité, J'ai fait un rêve ce qu'on appelle la clairvoyance, quoi. J'ai fait un rêve prémonitoire quand j'avais 14 ans. Et en fait, c'est ce rêve qui a réveillé un petit peu ce que je savais intuitivement, en fait. Et donc, ça m'a toujours un petit peu suivi jusqu'à présent. Et les rêves n'ont pas toujours été des rêves prémonitoires, mais dans mes rêves, il s'est souvent passé certaines choses. Et une fois, il s'est passé quelque chose qui m'a fait très peur, par contre, et qui m'a fait mettre un peu un frein, on va dire. C'est pas que je cultivais particulièrement, mais je ne suis pas fermée. Étant donné que je vois des choses, j'accorde de l'intérêt à ces choses-là, et je cultive pas spécialement, mais c'est là. Mais il y a quelques années, j'habitais dans un appartement, j'étais étudiante en médecine, et j'habitais dans un appartement juste en face de l'hôpital. Ce qui me semblait être une très bonne idée initialement, mais très vite, je me suis dit, non, ça ne va pas. Je sentais du passage. La souffrance. Oui, je la ressentais, je suffoquais dans cet appartement. Et j'étais là en train d'étudier. Bon, on étudie généralement dans le silence, en tout cas c'était le cas pour ma part. Et je sentais toujours des passages à côté de mon dos. Enfin, ça passait tout le temps. Mais je l'écoutais pas tellement. Mais c'est pas agressif. C'était pas agressif. C'est juste dérangeant. Oui, sauf que une fois il y a eu, ça s'est passé sur plusieurs nuits. Et il me semble qu'il s'agissait d'une terreur nocturne, une paralysie nocturne. Et donc j'étais couchée, j'étais, ma foi, endormie. Et à un moment, je me réveille. Pour moi, vraiment, j'étais réveillée. Mais par contre, j'étais paralysée. Il n'y avait que mes yeux qui pouvaient bouger. Et je vois cette présence très, très élancée, comme ça, très noire. Ça, c'est le ténébreux. Et il était là. Et tout ce que je savais faire, c'était regarder de l'autre côté parce que j'étais pétrie de peur. J'ai vécu ça, j'étais aussi pétrifié. C'était horrible. Mais le problème est que chaque nuit, il s'approchait de plus en plus. Un jour, et c'était la fin de la semaine, je m'apprêtais à rentrer chez ma maman le week-end, et je me suis assoupie. C'était un après-midi, et je me vois de nouveau allongée,
les yeux ouverts, et cette chose était au-dessus de moi. Et là, m'a étranglée. Étouffement. Et je me suis tellement débattue. Bon, ce qui est de l'extérieur, c'est un légume, hein, mais moi, de l'intérieur, Oui. je me suis débattue tellement fort que je me suis réveillée. Mais ce qui m'a choquée, c'est qu'en fait, quand je me suis réveillée, ma gorge me faisait mal. Oui. Parce que quelqu'un m'avait étranglée. Un vrai contact. Ouais. Ça existe. Et j'ai flippé ma race. Vraiment. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la neuvaine de l'archange. Non, l'archange Saint-Michel, je sais plus quoi, bref. Bah oui, mais Une neuvaine. C'est encore survenu quand j'étais chez ma maman, mais ça prenait une autre forme. Là, c'était plutôt féminin. Et puis finalement, quand j'ai fini cette neuvaine, c'est parti. Par contre, Pourquoi ça marche? c'était une protection, j'imagine. Parce qu'il y a de l'amour derrière, et la fréquence lumineuse, une haute fréquence, qui les empêche de rester dans l'endroit, puisqu'ils sont de basse fréquence. Donc ça les écarte. Ok. Donc on se remplit de lumière, en fait. Et la lumière chasse l'ombre. Et donc, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, parce que ça s'est passé vraiment sur plusieurs nuits, c'est ça qui est d'autant plus choquant. Parce que ma maman me dit non, c'est parce que tu étais stressée à cause de tes examens. Non, j'étais pas particulièrement stressée. Pourquoi ça s'est produit à ce moment-là ? Parce que ça fait déjà pas mal de mois que j'habitais dans cet appartement. Ouais, mais il y a aussi une petite fatigue, il y a aussi une fatigue générale qui était là, pas forcément psychologique, mais physique aussi, qui fait que on ouvre la porte à ce genre d'individu. Et puis sentir des présences qui passent, c'est aussi... Épuisant. Comment ? C'est épuisant. Ça épuise, bien sûr. Ça, comme si on a l'impression qu'on nous mange nos énergies. En fait, c'est nous-mêmes qui nous mangeons nos propres énergies, en fait. Et donc, ce genre de personnage, il est là pour empêcher d'avancer. Il est là pour empêcher quelqu'un de devenir médecin pour sauver des vies, par exemple. C'est un peu son rôle. Et alors, il y a quelques jours, je me suis endormie. Et avec le temps, j'arrive à discerner quand un rêve est simplement un rêve, donc mon cerveau là, qui rêve, et quand il s'agit pas d'un rêve, que je vis quelque chose. Et généralement, l'image est différente. Elle semble plus vraie. Mais elle est vraie. En plus, on a des sensations physiques, tout en sachant qu'on n'est pas physiquement de l'autre côté. On sent des courants, on sent des odeurs, on sent des contacts. Mais oui. Ça, c'est pas le rêve. Ça, c'est une réalité. Je l'avais un peu oublié, mais hier, dans ta conférence, tu as parlé justement de cette lumière très blanche, de picotement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu vraiment comme si j'avais vraiment un phare de voiture qui me rentrait dans le visage, et puis toutes ces décharges électriques dans les bras. Et quand je me suis réveillée, je voyais, comme si tu regardes longtemps une lampe, comme ça. J'étais tout éblouie. Mais là, j'étais réveillée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est la porte de la lumière. Ok. Tu as dû te balader à l'entrée du tunnel. Ok. Parce que ce qui n'est pas dangereux. Non, mais ce qui est même merveilleux, mais c'est tout troublant. Bah oui, parce que c'était deux personnes qui me regardaient. On est là maintenant. Des lumineux. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un guide, ça peut être... De toute façon, même les gens qui décèdent, les défunts, sont des guides. Faut pas confondre. Donc, en fait, désolé, je reviens avec ma life, mais... et donc, ces deux personnes, un homme et une femme. Des gardiens. Et ils hurlaient comme si j'entendais pas. Oui, alors, elle va se réveiller. On est là, et puis paf. Waouh. C'est un cadeau, ça. Merci. Il y a plein de gens qui rêveraient de rencontrer les gens qui s'occupent d'eux de l'autre côté. Il y a plein de gens qui disent comment s'appelle mon guide, etc. Mais pourquoi avoir le prénom alors qu'on sait qu'il est là ? Oui. Pas besoin. C'est encore une réaction typiquement humaine. On est d'accord. Les choses. On est d'accord. Quand on pense à cet univers-là, il faut quand même un peu mettre sous couvert ces pensées humaines, ces questions humaines. C'est compliqué, hein. C'est pas facile. Je le conçois. Mais il faut le faire. J'ai une question. Est-ce que nos défunts nous voient ? Est-ce qu'ils nous voient tout le temps ? Ils ne sont pas tout le temps auprès de nous. Hein. Non. Non. Il y a des choses qu'on fait quand même dans notre intimité. Ils nous laissent quand même dans le respect. Non. Le moment où il faut partir. Non, bien sûr, sinon on ne s'en sort plus. Mais par contre, quand on a besoin d'eux, quand ils sentent qu'on a des choix à faire ou qu'on n'a pas la force de le faire, ou quand on a besoin d'énergie, etc., là, par contre, ils sont là. On arrive à la fin de notre interview, Pierre. C'était chouette. C'est vrai ? Ah oui, moi j'adore. Ouais. Bien stressé. Ça fait du bien de pouvoir parler de ça ouvertement, parce que généralement, moi... Déjà, mon mari m'appelle Melinda Gordon, donc ça te donne un petit peu l'idée.
Mais je ne peux jamais en parler librement parce que j'ai toujours ce moment où je sens qu'on me dit « Ah oui, ferme-la, quoi. On n'a pas envie de t'entendre. » Donc ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui respecte ça, forcément, puisque tu es médium. Oui, mais c'est quoi un médium? C'est avant tout un être humain. Oui, bien sûr. C'est un être humain qui vit entre deux mondes, mais qui, enfin en tout cas pour moi, a vraiment les pieds sur terre. Hein. Attention, hein, j'ai vraiment les pieds sur terre. Donc il faut en parler, mais il faut en parler de manière structurée, de manière intelligente, et non pas... moi j'en vois beaucoup qui sont toujours projetés là-haut. Ils se dispersent en fait, et puis ils font plus la part des choses. C'est compliqué, voilà. Et oui, ça fait du bien. Alors, je t'avais posé une question au début d'interview. Là, depuis tout à l'heure, je vous l'ai fait. On va faire un petit peu plus. Un homme. Ouais, mais moi, je fais en fonction de ce qui vient. Je Il n'y a rien qui te vient, là? Comment? Il n'y a rien qui te vient? Ah, ben, il y a un homme qui est derrière, hein, qui est juste là, qui est décédé. Est-ce qu'on peut comprendre qui il est? Est-ce que tu as l'information? L'information, je sais pas trop. Je sais que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Quelqu'un qui est un peu taiseux, mais qui est très gentil. Qui est un peu dans son recul à lui. Je le vois un peu fin. Un peu fin. Il est brun. Ça, oui, très brun même. Très brun. Il est relié au père. Donc c'est le côté père, paternel. C'est pas le père, hein. C'est le côté paternel, donc ça peut être le grand-père. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Et je le vois pas très vieux, en fait. Je vois pas quelqu'un de très vieux, en fait. En tout cas, il fait pas vieux physiquement. En général, quand ils viennent, ils montrent toujours les apparences qu'ils préfèrent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais souvent, ils viennent et ils s'enlèvent 30 ans. Hop, je suis beau. Je sais pas si c'était une question que j'avais et après, on comprend, quand on est dans le contact des fins, qu'ils ont beaucoup plus. Et il me montre qu'à un moment donné, avec la fatigue, avec l'âge, il se penchait. Il commençait à moins marcher. Il commençait à être épuisé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est parti âgé, mais épuisé. Donc c'est quelqu'un qui montre son cœur. Cœur qui fonctionne pas très bien. Et puis, cet étouffement ici. Comme si, problème dans les bronches, dans les poumons, l'emphysème, choses comme ça. Il se porte pas bien, ce monsieur. Voilà. Ouais. Et là, il y a une dame qui était coquette, qui est derrière. Une dame qui était coquette, mais naturelle. Qui montre beaucoup ses cheveux. En train de se préparer toujours ses cheveux. Ça vous parle, ça, hein? Elle est juste entre vous deux. Parce que ça vous relie à vous. Toutes les deux. Et elle est drôle. Elle est gentille. Ah, faut que tout soit bien fait, hein, par contre. C'est sa nature. Il faut que ça soit fait impeccable. Tac, 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 tac. Ça vous parle, hein? Elle est là. Ouais. Elle est là. Mais il y a aussi des pertes d'enfants. Il y en a 2, là. Il y en a plus que ça, mais il y en a 2, là. Nous sommes d'accord. Oui. Donc ils sont là. Mais tout va bien. Ah, faut pas me poser la question. Ah non, mais je suis contente de la réponse. Je suis ravie. C'est aussi ce dont j'avais besoin d'entendre, je pense. Ma grand-mère s'appelait Giovanna. Et donc vous avez renoué avec elle, avec votre Elle est venue histoire. renouer avec moi. Ah oui, d'accord. Elle est décédée. Oui, mais c'était pas elle qui se penchait au-dessus de ton berceau. Finalement, on peut le dire. Peut-être. Peut-être c'était elle. Ok, et un dernier point sur lequel je voudrais revenir et qu'on n'a pas abordé, et je le fais très vite, c'est que tu vois des taches sur les gens. Ouais, faut pas me demander ça. Bah si, quand même. Dire, tu pourras anticiper beaucoup de choses, non? Mais faut pas me demander de le faire sur vous. Non, je vais pas le demander, même si ça me brûle les lèvres, mais je demande Je sais, pas. c'est pour ça que j'ai dit non. Ok, je dois faire quel examen? Parce que... Travailler sur le ventre déjà. Hein? Le ventre? Oui. Point faible. Bon. Côté droit. Ta vésicule biliaire. Ah ouais, ça a toujours été ça. Ah ouais, c'est côté droit. Celle qui filtre avant le foie. Ouais. Nous sommes d'accord? Oui. Une demande de regarder, je regarde. Non, mais c'est pas la peine de relever l'ordinateur. Hein. J'ai pas besoin. Et pour ma part, alors, un petit Le problème au niveau du dos, il faut surveiller le dos, les cervicales. Oui, complètement défoncé, mon dos. Oui, je sais. L4, L5, S1. Oui, mais ça fait déjà longtemps. Je sais pas, moi, on se connaît pas. Non, mais je te le dis. Mais je vois des taches, et je vois des taches, et je vois des failles, et je vois des choses comme ça. Où ça? Pour bien te le dire.
Oui, mais... Là, je me contente que la colonne vertébrale. Ok. Ça va aussi vite que ça. On peut faire des radios de tout le corps. C'est pas hyper réalité. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, si, quand même. Si vous voyez si tu Non, vois mais quelque je chose. m'imagine pas regarder toute la journée Ah non, c'est à ça. travers le corps des gens. En fait, je le fais quand les gens viennent en consultation ou pas. Ça dépend. Ok. On Il y est, a combien d'attentes pour tes consultations? on est sur 1 an, je crois. Ouais. Je n'ai plus la chance qu'on a Le temps de crever. Le temps de... de crever. C'est pas grave, on va revenir en couche culotte. Je m'occupe des bébés aussi. Oui, non, mais j'ai envie de rester encore un peu avec mon bébé qui n'a que 7 mois, donc Ouais. je reste un peu près Comment il d'elle. s'appelle? Azzurra Maria Angela. 3 prénoms. Ah oui, c'est beau. Et Voilà. J'en ai 2. oui, Amedeo Giuseppe et Paolo. Paolo. Voilà. C'est beau? Plus rien d'autre à communiquer? Non, Tu es sûr, Pierre? oui. Même pour moi, parce que tu m'as pas dit grand-chose. Tu peux écrire des SMS si tu veux, si jamais tu as des informations qui te viennent. En tous les cas, merci, c'était une très chouette interview. Merci beaucoup. On était très stressés. Moi, j'étais hyper stressée. Ah ouais. Et merci à ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Ok, Faut penser à eux aussi. exactement. Ouais. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci Pierre, je t'en prie.